On va essayer de comprendre aujourd'hui ensemble comment les travailleurs et les travailleuses peuvent devenir des acteurs du climat. Alors, je pense que depuis le début du colloque, ça devient assez clair que la crise climatique, c'est devenu une réalité qui pèse sur les épaules de l'ensemble des organisations syndicales, l'ensemble des acteurs du monde du travail. Il faut y réagir. Et au CRIMT, on a voulu travailler avec des organisations syndicales qui acceptaient, évidemment, de faire face à cette crise climatique-là. On sait que dans l'histoire, il y a eu des organisations syndicales qui ont voulu s'opposer à cette crise climatique-là sous les craintes peut-être de voir des emplois s'envoler. Mais il y a d'autres organisations syndicales qui décident d'y faire face. Et dans le partenariat du CRIMT, on a réuni des organisations syndicales qui doivent faire face à cette réalité-là, qui doivent faire face aussi à des travailleurs qui, au quotidien, ont probablement peur aussi de voir leurs emplois disparaître. Mais comme organisation syndicale, ils ont décidé d'y faire face. Ils ont pris des politiques dans leur organisation aussi et ils vont travailler avec nous, puis on va essayer de comprendre. On va aller voir les travailleurs sur le terrain pour comprendre leur niveau de compréhension de la crise climatique, c'est quoi le réel danger qui pèse sur leurs épaules. On va essayer de trouver des actions, des stratégies syndicales et de co-construire cette connaissance-là avec les acteurs du milieu. Donc, je vous les présente, nos partenaires dans ce projet de recherche. D'abord, vous avez M. Dominique Lemieux, qui est chez les Métallos au Québec. Donc, bienvenue Dominique, merci d'être avec nous. Kevin Gagnon, président de la FIM à la CSN. Merci beaucoup. Daniel Cloutier, directeur général, je pense, chez Unifor, directeur québécois chez Unifor. Simon Lavigne, qui travaille aussi à la recherche chez Unifor ou conseiller politique. Bref, tu as pas mal de chapeaux finalement. Et on garde comme dessert, ben, la représentante officielle du CSMO Métallurgie, Marie-France Charbonneau, qui va réagir en fait à la fin de toutes vos présentations sur ce qu'elle va avoir entendu et guider un peu la réflexion là, pour lancer la discussion auprès du panel du public. Donc, on a 3 questions, les règles du jeu, et on devrait être strict parce qu'on a juste 90 minutes. 3 questions que vous répondrez en 5 minutes. Je sais que ce n'est pas facile, je sais que c'est hyper difficile, mais on devrait être strict sur le temps. Mais on commence tout de suite. La première question, elle est quand même assez importante. Est-ce qu'il faut choisir entre sauver la planète ou sauver les emplois? Rien de moins. Ce qu'on veut savoir avec cette question-là, où est-ce que se situe votre organisation, mais surtout vos membres, sur la question de la crise climatique et de la transition juste? Est-ce que c'est une priorité absolue à l'heure actuelle dans votre organisation? Une priorité qui est encore plutôt abstraite ou c'est une priorité qui se perd parmi d'autres? Donc, comment vous situez cette question-là dans votre agenda, dans vos priorités stratégiques? Donc, on va commencer avec Dominique. Donc, merci tout d'abord de l'invitation. Je vais prendre quand même 2-3 secondes de mon temps. Je pense que c'est important euh, de pouvoir mixer le niveau académique avec le niveau plus pratique des relations de travail. Donc, merci de l'opportunité de nous inviter. Je pense que c'est hyper important. Donc, pour revenir à la question, c'est sûr que c'est la planète qui prévaut parce que, tu sais, un bon vieux dicton qui dit sans planète, il n'y aura aucun emploi quand même. Mais nous, au Métallo, on le voit beaucoup comme une opportunité de se démarquer du reste de la planète. On représente des salariés dans beaucoup de multinationales dans le secteur des fonderies, des mines, des aciéries, des affineries, des services, oui aussi, mais dans beaucoup de milieux qui polluent. Malheureusement, une fois par année, quand on ouvre le Journal de Montréal, on voit là, le palmarès des 10 plus grands pollueurs. Ce matin-là, je ne l'aime pas beaucoup parce qu'on représente des salariés de 6 à 7 des 10 plus grands pollueurs du Québec. Puis c'est sûr que ça nous amène à réfléchir beaucoup comme syndicat, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour le futur. Donc, quand je parle d'opportunités, moi, je reste convaincu que les multinationales, dans le futur, vont fermer leurs usines qui sont les moins performantes point de vue environnemental. Avant ça, quand on avait des menaces de fermeture ou des choses comme ça, on se disait que c'est la moins rentable. On focusait seulement que sur les revenus. Je pense que les multinationales, dans le futur, vont fermer les usines quand ils auront des décisions à prendre, de rationaliser ou des choses comme ça, de s'attarder aux entreprises qui sont les plus performantes, point de vue environnemental, point de vue émissions de gaz à effet de serre et ces choses-là. Donc, on le voit vraiment comme
une possibilité dans le futur de maximiser la sécurité d'emploi pour nos membres. Mais ça requiert de forcer, d'être capable de contraindre les entreprises à venir investir justement dans des processus de décarbonation, exemple, de captation à la source des émissions, ces choses-là. Rapidement d'aller nos membres se situent où présentement face à ça? On a beaucoup d'éducation à faire par rapport à nos membres. Je fais tout le temps le parallèle de certaines batailles qu'on a livrées au métallo. Exemple, la bataille des clauses orphelins à l'époque, où ce que les clauses orphelins, c'était facile. Les employeurs nous disaient, bien, les fonds de pension, les nouveaux, vos membres ne sont même pas dans la salle pour voter, vous les accepterez. On va graisser vos membres qui sont les plus vieux là, puis les nouveaux, bien, ils n'auront moins. Comment on a réussi à gagner cette bataille-là? C'est par l'éducation de nos membres à la base, de les informer des impacts futurs des décisions qu'ils prennent aujourd'hui. Puis je suis fier de dire que nos membres à l'époque ont mené les combats, ont fait les grèves, ont affronté les multinationales, ont affronté des lockouts. Pourquoi? Parce qu'on les avait éduqués à la base. Donc, je reviens à la question environnementale. Je pense que c'est exactement la même chose où ce qu'on doit éduquer nos membres de plus en plus sur l'importance des enjeux environnementaux pour qu'eux puissent nous donner la force après ça d'affronter les multinationales sur ces enjeux-là. Dominique Lemieux, directeur québécois du syndicat des métallos, a bien beau dire c'est important l'environnement, de négocier. Moi, je préconise beaucoup de négocier des clauses de conventions collectives qui créeraient des comités d'environnement. Même chose que nos comités santé-sécurité. Hein, nos comités santé-sécurité, v'là 50-60 ans, ils se tuaient 10 mineurs par année au Québec dans des accidents de travail. Maintenant, ils s'en tuent un par 2 ans ou 3 ans, c'est encore trop, mais on a clairement amélioré notre bilan. Pourquoi on a amélioré notre bilan en santé-sécurité? Parce qu'on a éduqué nos membres dans les années 40, dans les années 50 à l'importance de la santé-sécurité. On a éduqué nos membres du pourquoi c'est important de ne pas laisser seulement que les gouvernements puis les compagnies discuter des enjeux de santé-sécurité. Je fais encore le parallèle avec les questions environnementales. Malheureusement, ces discussions-là ont lieu derrière les portes closes entre les gouvernements puis les multinationales, puis les travailleurs, les représentants de travailleurs. Malheureusement, on n'est pas invité à ces meetings-là. 1 minute, mais il reste 2 autres questions, je vais pouvoir revenir un peu. Mais tout ça passe. Oui, c'est important au syndicat des métallos. Moi, je pense que c'est dans nos priorités majeures au syndicat des métallos, mais malheureusement, le discours que j'ai quand on a une assemblée annuelle aux métallos à tous les années, puis que je suis en avant, puis que je fais le curé, puis je prêche la bonne nouvelle, malheureusement, ça ne se rend pas dans chacun de mes milieux de travail encore. C'est là le défi de notre organisation. C'est vraiment de l'amener au niveau du plancher, de mobiliser nos gens. Mais pour mobiliser nos gens, il faut d'abord les éduquer à l'importance euh, de s'impliquer sur les questions environnementales. 15 secondes de lousse. Je t'avoue que je ne t'avais jamais vu en curé, là, mais. Oui, c'est pas fait. C'est bon. Ben, à la Fédération de l'industrie manufacturière de la CSN, vous comprenez qu'on représente principalement des syndiqués du secteur manufacturier et industriel. Le point en commun avec les métallos, Dominique dit, nous non plus, le listing des pires pollueurs au Québec, c'est pas notre meilleure journée, c'est pas un matin qu'on attend toute l'année, on va se le dire comme ça. À la question, est-ce qu'on doit. Moi, je pense qu'on doit aller au-dessus du conflit environnement contre les emplois. Puis, tu sais, même si chacun dépend un de l'autre, là, puis je l'explique, là, mais actuellement, on représente aussi des travailleurs dans le secteur forestier. Je prends l'exemple de l'Abitibi où en 2023, il y a eu des feux de forêt importants. Euh, Récemment, on a vu une vente là, dans les derniers jours, dernières semaines, là, à Interfort en Abitibi, qui, une des raisons principales, là, quand on a jasé avec la direction, mais c'est principalement la question de l'approvisionnement par rapport aux enjeux climatiques, les feux de forêt. Puis, ça a un impact directement. À l'inverse, bien évidemment, tout ce qui est industrie lourde, bien, souvent, il y a encore des travaux, des avancements à faire de ce côté-là, c'est clair. Est-ce que c'est une priorité pour nous? Bien évidemment, puis là, je vais le scinder en deux. Je vais tricher à la question, là, mais c'est une priorité absolue pour la fédération. Puis nous aussi, du côté des membres, c'est une priorité. Ça a son importance, mais il y a beaucoup d'éducation à faire. On a des milieux où c'est plus simple.
de le faire parce que c'est ancré dans certaines entreprises déjà. On a des secteurs qui sont déjà en transition, en transformation. Tu sais, je pense que je suis avec des camarades. Tu sais, entre autres, j'ai un camarade qui est Stéphane, qui est président du syndicat d'Innopac à Drummondville. Tu sais, Innopac, c'est une entreprise qui fait du plastique, des emballages plastiques, là, principalement pour ben, tu sais, les petites salades. Là, je ne donnerai pas le nom de la compagnie là, que vous achetez en épicerie. Là, tu sais, je ne veux pas faire de pub à personne, là, mais ça fait partie des contenants qu'ils font. Puis ça, c'est tout fait à partir de plastique recyclé. Tu sais, c'est une entreprise où la culture, et puis on en parlait hier, tu sais, Stéphane me disait, tu sais, c'est rendu ancré dans les habitudes des salariés à l'intérieur de l'entreprise. C'est recycler une bouteille avant, les gens ne faisaient peut-être pas nécessairement bien attention. Aujourd'hui, en sachant qu'il y a une transformation complète qui est faite, il n'y a rien qui est laissé de côté, bien, ça amène du changement, ça amène une éducation en même temps du côté des travailleurs et des travailleurs là-bas. Il y a d'autres entreprises où on est, ben, on n'est pas rendu à la même hauteur. Puis c'est un peu dans cette optique-là qu'on a décidé de s'engager avec le CRIMT parce que on est conscient du chemin qu'on a à parcourir. Les intentions sont là pour bien des gens, mais il y a une compréhension qui n'est pas encore assez développée du côté de certains groupes. Puis, ben, on en parle depuis hier, là. Il y a il y a quand même toujours la crainte pour les emplois. Ça reste que, ben, il y a des. Tu sais, puis bon, j'en reparlerai tantôt, là, mais tu sais, il y a des emplois où ben, on a eu des discussions tu sais, en Abitibi, justement, fonderie, tu sais, vous l'avez vu, là, les médias. Il y a eu quelques interventions au niveau de la fonderie Horn dans les dernières années. Puis ça faisait partie où, ben, dans les discussions qu'il y a, il y a des employés qui travaillent là, qui gagnent tous au-dessus de 100 000 par année, là, on va se le dire, là, puis à qui on dit, ben, regarde, demain matin, là, il va falloir changer ton usine ou sinon on la ferme. Tu sais, initialement, le débat était un peu là. Fait que ça fait aussi partie des discussions, des réflexions qu'on doit avoir comme organisation, comme ça. Fait que ça résume pas mal le point de vue de notre organisation. Merci. Ben, un peu comme Dominique, merci de l'opportunité qui nous est donnée. Moi, j'adore les travaux qui sont faits avec nos collaborateurs, les collaborateurs au niveau des universités, etc., parce que nous, on est souvent confrontés à de l'anecdote, dans le sens qu'on a plein d'histoires, on a plein de cas vécus, mais on n'arrive pas à faire la vue d'ensemble. Et donc, quand on travaille en collaboration avec les universités, ben, ça permet de transférer ou de transformer ces anecdotes-là en quelque part en science ou en véritable connaissance sur les enjeux. Donc, j'apprécie beaucoup l'opportunité qui nous est donnée. Chez nous, Unifor, c'est 55 000 membres au Québec, 325 000 au Canada, exclusivement dans l'entreprise privée et exclusivement dans le mode industriel. On est présent dans plus de 21 secteurs industriels différents. Et un peu comme mes collègues viennent de le mentionner, ben, c'est l'année passée, je me souviens bien, il y a les 23 entreprises les plus polluantes au Québec. On était présent dans 18 d'entre elles. Donc, ça vous donne une idée des proportions de la raffinerie. Vous avez un bon palmarès. Tout à fait. Donc, au niveau des contraintes environnementales et de l'impact environnemental de nos milieux de travail, on en est conscient. Maintenant, nous, on ne croit pas qu'un doit dépendre de l'autre. Donc, c'est un choix entre maintenir des emplois ou un choix entre sauver la planète. Et la meilleure façon de braquer les membres, ben, c'est de les mettre devant ce choix-là. On va fermer ton milieu de travail, mais c'est bon pour la planète. OK, peut-être, mais pour mon village, pour ma famille, c'est loin d'être bon. Et ce qu'on cherche à faire par nos travaux, par l'éducation qu'on fait au niveau de nos membres, par les interventions qu'on fait au niveau des entreprises ou des différents colloques de discussion, c'est de trouver les points de passage, les points d'équilibre. Pas toujours facile. Des fois, l'espace est vraiment mince, mais il y a quand même une série de questionnements qu'il faut aborder. Je donne un exemple. Plus tôt cette année, au mois d'août, on a annoncé la fermeture d'Indorama dans l'est de Montréal. C'est une petite centrale pétrochimique qui fabriquait de l'acide téraphthalique purifié. Ça ne dit pas grand-chose, c'est quoi ça? Mais c'est à partir de dérivés de pétrole, c'est la molécule qui ultimement fabrique le polyester. Et là, bon, on se dit, ben, d'un certain côté, c'est un pollueur de moins. Mais ça ne change absolument rien à notre consommation de polyester. Qu'on pense
certains vêtements qu'on va porter, les vêtements Actarix, c'est ça la marque? Ouais, oui, c'est ça. Quand on va dans le bois et on est content de porter ça, ben, c'est composé à base de polyester. Donc, d'un côté, on se dit qu'il y a un pollueur de moins, mais d'un autre côté, il y a quelqu'un qui va le produire quelque part. Ça va embarquer sur un bateau, ça va s'en venir ici. Peut-être fabriqué dans un pays beaucoup plus complaisant en fonction des normes environnementales et beaucoup plus de gaz à effet de serre dans le transport de tous ces produits-là. Est-ce que c'est ça la solution? Ben, peut-être pas. Il y a peut-être moyen de regarder comment est-ce qu'on peut continuer de produire le polyester en évitant les émissions. On peut récupérer les gaz, retraiter les gaz. Il y a plusieurs options technologiques qui peuvent être mises en place. Ça sous-entend de l'investissement, ça sous-entend peut-être d'envisager un petit peu moins de rentabilité à terme, mais c'est ce genre de voie de passage-là qu'on cherche à trouver dans l'ensemble des secteurs pour maintenir une économie forte et résiliente, mais véritablement durable et véritablement confortable avec les impacts que ça fait au niveau de l'environnement. Et quand on parle à nos membres, en fait, on a lancé chez nous un grand sondage pan-canadien pour discuter de ces questions-là avec nos membres puis de voir leur positionnement. Au départ, on avait un peu l'impression de dire « Oh, ça, c'est un sujet toxique. Là. On risque d'avoir toutes sortes de réponses là-dedans. » Bon. Mais ce n'est pas ça qu'on s'est rendu compte. En fait, ce qu'on comprend, puis c'est facile à comprendre, nos membres sont pas différents de l'ensemble de la société. Ils vivent dans l'ensemble de la société, donc ils ont les mêmes préoccupations. Et on s'est rendu compte par ce sondage-là qu'il y avait une très, très grande ouverture à discuter des enjeux environnementaux, à faire les adaptations nécessaires. Évidemment, si on leur dit ben, ça passe par toi, tu perds ta job, ça, c'est pas mal moins vendeur. Merci beaucoup. J'aurais 100 000 questions, mais je vais le garder pour le plancher à la fin du. On le gardait pour la question 2. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Il vous reste peut-être 30 secondes. Oui. Ben, okay, tu garderas la question 2. On appelle ça du courage managérial. Une autre chose qu'on a faite aussi chez nous, pendant très longtemps, on disait la santé, sécurité et environnement, c'était comme un tout. On a scindé ça. On est au courant de l'importance, Dominique en parlait, le quantité de décès, donc il faut qu'on continue d'en occuper. Mais l'enjeu environnemental prend tellement de place et devient tellement préoccupant qu'en soi, ça devient une priorité. Et il faut pouvoir adresser les ressources nécessaires pour faire, mieux comprendre l'enjeu, mieux se positionner et après ça, entreprendre les actions nécessaires. Et là, vous venez de mettre le doigt sur un élément super important qui est l'alignement stratégique dans les actions syndicales, la question de mettre les ressources suffisantes au service de nos objectifs. On en parlait ce matin durant le lancement du livre, donc merci d'avoir soulevé ce point-là. Donc, question numéro 2. On est rendu à des cas inspirants qu'on aimerait que vous nous racontiez, en fait. Donc, des actions syndicales en faveur du climat qui ont été mis en branle déjà chez vous, un groupe qui vous inspire, des militants qui peut-être vous ont inspiré aussi sur cette question-là. Donc, encore une fois, un petit 5 minutes pour nous parler de ce cas inspirant-là. 5,5. On a mis la barre à 5,5. Deux choses. La première, ce qui m'a inspiré, moi, personnellement, comme leader syndical, c'est une visite chez Lafarge-Holcim à Saint-Constant, parce que je suis allé visiter cette usine-là. Une des usines qu'on a fait la bataille des clauses orphelins, justement, on s'était tapé 4 mois de conflit, parce qu'on a résisté aux demandes de cette multinationale-là. Puis à un moment donné, je marchais, puis il y a un jeune qui débarque d'un loader, un chargeur sur roue, puis qui vient me serrer la main. Le jeune est tatou, puis tout ça, puis ça vient me voir, puis je suis avec mon président de syndicat, puis à un moment donné, on parle un peu, puis je pose la question, tu veux voir où ton syndicat militer dans 5 ans puis dans 10 ans? Où est-ce que tu vois le syndicat des métallos militer? Tout de suite, il me dit l'environnement. Boy, c'est le genre de douchebag qui doit rouler qu'un Ford F-250, là. J'espère qu'il ne m'écoute pas, mais... Non, mais... Puis lui, il m'a frappé parce qu'il m'a dit, moi, il m'appelait Monsieur Lemieux, et il me dit, j'ai 24 ans, Monsieur Lemieux, puis j'ai un secondaire 5, puis je fais 100 000 par année à chauffer un loader. Puis moi, il dit, c'est un jouet pour moi. C'est des joysticks, puis c'est comme si je jouerais à une PlayStation, puis il dit, je tripe sur ma job à côté. Mais j'ai un secondaire 5. Puis il dit, ce qu'il va faire dans 10 ans que je vais perdre ma job, c'est l'environnement. C'est une cimenterie ici. La ville de Saint-Constant se rapproche de l'usine de plus en plus, des nouveaux développements résidentiels. Puis
Puis il dit, moi, ce qui va me faire perdre ma job, c'est que, à un moment donné, la pollution, le monde va se tanner, puis Lafarge va fermer ma cimenterie. Boy, là, moi, il me frappe en plein cœur. Continue à jaser avec, puis j'étais pleinement raison, puis tout ça. Puis c'est comment tu vois ton syndicat interagir. C'est là qu'il me dit, faire réaliser à l'ensemble des membres de cette question-là, comment elle est importante pour moi. Il dit, dans l'usine Mécaferme, là, je vais avoir 40 quelques années aussi que je vais me replacer avec un secondaire 5 puis tout ça. Il dit, moi, je vois vraiment que mon syndicat puisse sensibiliser l'ensemble des travailleurs de mon milieu de travail sur cette question-là. Boy, je me suis dit, il va être un bon délégué syndical tantôt. Puis après ça, je pose la question un peu plus haut, puis j'ai dit, écoute, tu te vois-tu, puis j'ai déjà parlé ça dans une autre activité comme ça, universitaire, tu te vois-tu un jour, toi, faire une grève climatique? Bien, il dit certainement. Il dit, moi, là, il dit, des fois, on me demande d'avoir un vote de grève pour aller chercher 25 cents de l'heure de plus. On me demande de prendre un vote de grève pour aller chercher une pièce de plus sur mon fonds de pension à prestations déterminées. Mais si je ne fais rien pour l'environnement, ça ne me donnera plus rien, je l'aurai plus, ce job-là. Fait que tout est en train de dire, mettons, qu'on va dire à Lafarge-Holcim, on a un vote de grève à 98 que si tu n'investis pas 60 millions pour capter ce qui sort au bout de la cheminée à Saint-Constant, on sort en grève. Il dit demain matin, il dit je sors en grève pour ça. Ça m'a inspiré beaucoup. Puis, tu sais, différentes organisations syndicales. J'espère qu'on va être la première organisation syndicale à avoir une grève climatique. Ah, tabarouette. Je me suis fait couper. Mais bref, je pense qu'on doit aller là aussi éventuellement. Puis à un moment donné, j'avais une question avec une VP RH d'une grosse multinationale. Puis le board à Londres ou le board en Australie ou en Suisse, il réagirait comment demain matin, tu t'en vas t'asseoir devant le conseil d'administration d'une multinationale comme ça, puis te dire, mes travailleurs sont assez fous pour déclarer une grève si tu n'investis pas 60 millions, une grève qui va coûter plus que 60 millions. Là. On pense, exemple, au lockout de Rio Tinto Alcan en 2012, ça a coûté entre 600 et 800 millions. Fait que tu fais une règle de 3 un peu, et est resté 100 mots. 100 mots de me dire, je ne sais pas comment le conseil d'administration réagirait face à ça. Fait que ça, c'est quelque chose qui a inspiré. Ce qui m'inspire aussi, une usine qu'on a à Contrecoeur, ArcelorMittal S, où on a impliqué les travailleurs beaucoup, puis où est-ce qu'on était capable de contraindre l'employeur à nous embarquer là-dedans. L'employeur, à un moment donné, avait un plan de bâtir un hydrolyseur pour faire de l'hydrogène dans l'acier, pour que l'acier soit encore plus vert, puis se démarquer, puis tout ça. Puis il me dit, le gouvernement ne veut pas me donner les blocs d'énergie à la place, il donne ça à crypto-monnaie, puis ils vendent l'électricité aux Américains. On ne fait pas d'argent avec ça dans le Maine. Ben, j'ai dit, dis à feu Fitzgibbon, tout ça. Il dit, moi, je ne peux pas lui dire, il faut que je garde mes relations d'affaires. J'invite moi. Puis à un moment donné, Fitzgibbon il est venu visiter l'usine, puis j'étais là avec mes représentants syndicaux. Puis moi, comme syndicat, on a pu le mettre dans le coin, Fitzgibbon, de dire c'est pas fort de vendre de l'énergie. On a des projets ici pour décarboner, puis de faire en sorte, puis je reviens à ce que je dis au début, c'est une opportunité qu'on a quand on est capable de contraindre des multinationales à investir dans la décarbonation, de solidifier nos emplois, puis de faire en sorte que nos emplois ne soient pas à risque par rapport à la crise climatique. Du cuivre, là, il y a 500 livres de cuivre, 500 kilos de cuivre dans chacune des éoliennes. Il y a je ne sais pas combien de tonnes d'acier dans les éoliennes. On va toujours en avoir besoin de nos ressources naturelles. Mais quand on se projette dans 5 ans, 10 ans, ce qui va nous rendre compétitifs comme travailleurs puis comme terre d'accueil, c'est d'avoir des usines ultra performantes, point de vue environnemental, parmi les plus performantes dans le monde. Puis c'est ça qui va nous permettre de garder nos jobs à long terme. Merci beaucoup. Donc, la capacité de projection, on retient ça. Kevin? Bien, sur les bons coups, les exemples, là, je dirais tantôt, je l'ai effleuré, là, la question de la fonderie Horn. Là. Moi, j'ai un parti pris pour ce qui s'est fait là-bas, pour les salariés, les militants qui étaient au syndicat, parce que ce qu'on a vu, nous, c'est toute la crise médiatique là, avec la pression, tout ce qui était sensationnaliste là, sur la question des répercussions de l'arsenic sur les gens, ces choses-là. Mais si on part à la base, là, il y a des salariés qui contestaient déjà de façon légale des pratiques de l'employeur, qui essayaient d'améliorer la situation, le contexte
par le biais de la santé-sécurité, là, parce que c'est principalement le levier qu'on a actuellement. Là. C'était déjà fait. Puis après, ben, il y a eu aussi un syndicat, un exécutif de syndicat qui a dû faire la discussion, faire la sensibilisation, faire de l'éducation avec les gens. Parce que je vous l'ai dit tantôt, là, on parle de gens qui ont des salaires au-dessus de 100 000 par année. Puis là, 100 000 là, je vais vous le dire, là, c'est le salaire de base. C'est pas avec du temps supplémentaire. C'est pas. Fait que, tu sais, dans un coin de pays où le coût de la vie n'est pas nécessairement très abordable, fait qu'ils en ont besoin de ces jobs-là. C'est ça la vérité. Mais ils ont quand même été capables de dire, ben regarde, on va faire face à ça, on va expliquer aux gens pourquoi nous, on va revendiquer aussi, puis on va mettre de la pression sur Glencore, parce que tu sais, l'entreprise, c'est pas c'est pas une entreprise qui joue une très belle réputation au niveau mondial, on va se le dire, là, en matière d'environnement. Fait que, tu sais, déjà, on part avec deux prises, mais on va quand même aller de l'avant, on va mettre de la pression sur l'employeur, malgré que certains disent, ben, vous ne devriez peut-être pas faire ça parce que vous exposez l'entreprise, vous exposez nos jobs. S'ils se tannent et décident de partir, ben, mais ça a quand même été fait. Il y a eu plusieurs sorties médiatiques. On avait organisé une activité dans le centre-ville de Rouyn-Noranda, juste en avant du bureau de la mairesse, justement, pour la question de la visibilité où ben, les citoyens étaient invités à venir rencontrer les représentants du syndicat, les acteurs qui étaient autour. C'était la même chose pour les salariés de l'usine, évidemment. Ça a été fait même en collaboration, cette partie-là, avec des groupes qui étaient. Puis, il faut se le dire, là, il n'y a pas eu personne qui était venu challenger la position du syndicat. Les débats qui se faisaient dans les médias à ce moment-là, c'était beaucoup autour de la norme provinciale à 3 nanogrammes par mètre cube. Puis c'est ce qui était, c'est ce qui a fait une tollée, mais ça l'a amené aussi à avoir d'autres discussions par le biais, oui, du député régional, les ministres au niveau du gouvernement, les partis d'opposition, puis essayer de faire arriver à un consensus. Puis tu sais, ça va peut-être, on se le dira dans des pistes de solutions, là, mais il faut apprendre de ça. Il faut apprendre parce qu'il y a une partie où il y a dans le mot transition juste, là, dans le terme transition juste, il y a transition, puis une transition, ça ne se fait pas à 24 heures. Tu sais. Il y a une pression politique qui s'est faite de tous côtés, qui a forcé une entreprise à injecter jusqu'à ce moment plus de 750 millions pour se conformer ou assainir le milieu. Ce n'est pas encore assez. Là. Je suis capable de vous le dire à ce moment-ci, mais ça reste qu'il y a quelque chose qui a été fait, mais qui aurait pu être mieux fait si elle avait été bien coordonnée, mais ça reste que c'est pour ça que je trouve remarquable le travail qui a été fait par les militants, parce qu'avec le peu d'outils qu'on avait à ce moment-là, le peu d'informations, en tout cas, ça rentrait au compte-gouttes. C'était la première fois qu'on était exposé publiquement autant dans une situation d'émanation, puis de répercussions, puis beaucoup de groupes qui se sont emparés de la nouvelle. Il y en a qui le faisaient pour les bonnes raisons. Il y a des gens qui ils voulaient avoir aussi une certaine. Ils voulaient ressortir un peu ou se faire un peu de pub là, ou de capital politique, mais ça reste que l'objectif restait le même pour les partis, puis de dire on va travailler pour qu'ils se conforment, pour qu'ils se rapprochent. Aujourd'hui, je suis capable de vous dire que tout ce qui a été fait là, ça a amené une énorme amélioration. C'est loin d'être parfait, évidemment, là, mais puis on a eu des discussions longuement là-dessus. Tantôt, je vous disais que c'est une priorité pour la Fédération. Évidemment, notre dernier congrès, ça a été le terme principal de notre dernier congrès où on disait vers nos membres, vers l'avenir. Ça nous a amené de bons débats, de bons échanges. On a réalisé que on avait des militants, on avait des syndicats qui étaient déjà beaucoup plus engagés que d'autres, entre autres certains qui avaient déjà inclus une clause pour un comité sur les enjeux climatiques. On a des syndicats qui avaient déjà prévu certaines clauses en réparation par rapport au changement climatique. Exemple, une journée de congé s'il y avait certains enjeux climatiques. C'est des choses qu'on n'aurait pas pensé voir dans le secteur manufacturier il y a 5-10 ans. Puis on avance, là. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais c'est ça. C'est des exemples qui, je pense, qui sont intéressants. Merci beaucoup. Donc, l'importance de l'apprentissage organisationnel, encore une fois, qui est soulignée. Merci, Kevin. 30 secondes, pour ça, je te passe le micro, Simon. Mais Lac-Mégantic, c'est la ville
Tafisa, c'est l'employeur. C'est une usine qui fabrique des panneaux de mélamine. Une des composantes principales dans la fabrication des panneaux de mélamine, c'est du formaldéhyde, qui est une substance, lorsque libre dans l'air, volatile, fortement cancérigène. Les gens ont fait la grève pour forcer l'employeur à faire de la captation de ces rejets de formaldéhyde, pas seulement à l'intérieur de l'usine pour leur propre santé et sécurité, mais vis-à-vis toute la municipalité de Lac-Mégantic. Et leur motivation était très simple. C'est notre santé, c'est celle de nos familles, c'est celle de nos enfants et ultimement, c'est notre survie économique. Merci. Pas de trouble, Dan, merci. Ben, moi, je vais vous amener un petit peu ailleurs, en fait. Je vais vous amener sur un terrain où on affronte une autre limite, en fait, de la planète, qui est la limite biodiversitaire. Parce qu'on parle beaucoup de décarbonation. Puis je pense que le schéma d'action en décarbonation, il y en a eu des grèves climatiques. Là, on a rencontré du monde aux Pays-Bas qui ont fait une grève justement pour changer les équipements au niveau de la production d'acier. Quand on est sur la logique de décarbonation, on est sur une logique, par exemple, de changer ces moyens de production-là pour avoir moins d'émissions. C'est souvent lié à des équipements, des technologies. Même chose, on voit dans certaines de nos usines, on va remplacer le four, la fournaise, disons, à gaz ou fournaise au combustible fossile par une fournaise d'arc électrique, etc. Donc, c'est un peu plus circonscrit, c'est peut-être un petit peu plus, ça se transmet bien sur une feuille de demande en négociation syndicale. Moi, je vous amène du côté biodiversitaire parce qu'en forêt, Unifor, ben, on a parlé tout à l'heure, 55 000 membres, 14 000 de nos membres sont dans la filière forestière. La première à la dernière transformation, on est présent, on coupe les arbres, puis on va chercher la cellulose, puis on fait du papier, puis du plancher, des fenêtres, bref, toutes les dimensions de cette transformation-là. Puis on est aux prises en ce moment-ci, quand on parle d'action syndicale, avec une situation qui est hautement difficile à concilier, c'est-à-dire comment on fait pour continuer à faire la foresterie, à abreuver cette industrie-là en matière ligneuse, en bois, en fibre, peu importe comment on l'appelle, dans un contexte où on veut protéger. Puis là, on a cette espèce emblématique au Québec qui est le caribou forestier et montagnard. On a des arbres qui sont en déclin critique. On en a quoi, 8, 9, 10 au Québec. Il y en a 3 qui sont en enclos. Et là, ben, la solution qui se pose à ça, c'est de dire, ben, il faut qu'on arrête de faire la foresterie. Il faut qu'on arrête d'aller couper du bois. Puis vous comprenez que la foresterie, ben, c'est un modèle d'affaires qui est basé, qui est très intégré verticalement, où est-ce qu'on va chercher du bois, on le transforme, on a des copeaux, des sous-produits, ça alimente toute la question des papetières, après ça, les sous-produits. Donc, d'enlever l'accès à la fibre là-dedans, c'est carrément dire à une industrie, tu vas devoir arrêter de faire ce que tu fais. Donc, on parle ici de milliers de jobs qui sont susceptibles d'être perdus. Puis on est déjà en attrition depuis les 30 dernières années. Je ne vous invente rien, mais on est vraiment en attrition dans le secteur. Donc là, on a un positionnement syndical qui est extrêmement difficile à établir. On a un pivot stratégique à faire qui est extrêmement ardu. Ce n'est pas d'installer un nouvel équipement dans l'usine qui va décarboner les procédés. Puis là, notre nouvelle production décarbonée va avoir une surprime en marketing sur les marchés parce que les gens vont dire « Ouh, c'est vert, c'est génial, on va payer plus ». Non, non, là, on est dans un confluent d'enjeux, de dynamique de pouvoir, de connaissances qui est extrêmement complexe, d'occupation du territoire, d'enjeux des Premières Nations, de biodiversité et aussi de changement climatique parce que la forêt change extrêmement rapidement. Les essences, c'est plus les mêmes, feuillus, résineux, etc. On a une infrastructure industrielle qui est intimement liée à la coupe de résineux, on va se le dire. On ne transforme pas tant les feuillus au Québec. Et donc, ça amène tout ça vraiment une immense difficulté dans le positionnement syndical. Puis ce que je veux vous amener comme message aujourd'hui, c'est de vous dire, puis c'est le fun qu'on soit réunis ici, les 3 organisations syndicales, il manque le 4e comparse, qui est la CSD, mais on travaille ensemble, Unifor, les métallos, la CSN et la CSD, pour se dire, on ne peut plus continuer comme on l'a fait par le passé, ce qui était un peu la position de base. Puis là, je ne veux pas prêter des intentions à mes collègues, mais ce qui était bon pour l'employeur était bon pour les travailleurs. Implicitement, c'est que l'employeur veut continuer à couper. Donc, implicitement, s'il continue à couper, c'est bon pour nos jobs. Donc, il y avait comme une espèce d'alignement stratégique entre les employeurs et les syndicats. Je termine. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un découplage. On est en train d'amorcer ce découplage-là. On est en train d'élaborer une plateforme syndicale large où on dit qu'on va devoir
mettre fin à ce statu quo-là. Est-ce que ça veut dire fermer la foresterie, fermer la forêt? Non. On a des pistes de solutions ancrées dans le dialogue social, ancrées dans une stratégie, une vision de développement industriel, de redéploiement industriel, axée sur une révision de ce que ça veut dire aménager la forêt et aussi d'avoir des mesures d'atténuation parce que cette transition-là ne va pas se faire sans heurts. Donc, 4 grands piliers d'action qu'on essaie de travailler, je pense, entre les 4 syndicats de la forêt au Québec. Puis je pense qu'on est au tout début de ça. Donc, je vous invite en tout cas à regarder ce qui va arriver dans ce secteur-là. Puis je pense que ça ferait des sujets d'études. J'en profite, vu qu'on est au HSC, ça ferait des sujets d'études extrêmement intéressants de voir comment cette transformation-là va avoir lieu et la richesse, la complexité aussi de ce défi-là qu'on est en train d'affronter. Bien, merci beaucoup. Donc, on peut voir encore une fois la nécessité de développer un agenda syndical autonome et de faire nos propres revendications sur un sujet qui n'est pas facile. Donc, ce narratif-là n'est pas facile à tenir nécessairement. Donc, on a dit plusieurs choses. Qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant comme organisation syndicale? Comment on se projette? Développer un agenda autonome. Comme tu dis depuis tantôt, non, blague à part, la première chose, ça va rester l'éducation de nos membres à ces questions-là. Kevin, tantôt, il parlait de la horn, de comment être plus à l'écoute, mais avant que tout ça arrive. Je pense que des fois, on est trop réactif. Le meilleur exemple, nous, on représente les salariés de la mine Raglan. Puis on voit où ils déversent le minerai. C'est à Québec, à Limoilou. Puis là, on voit l'actualité. Moi, je pense qu'on doit. La première priorité, c'est d'éduquer nos membres à l'importance de ces questions-là. Quand tu travailles à Mine Raglan et que tu fais beaucoup plus que 100 000 là, d'une mine comme ça, ben moi, ça m'inquiéterait comme salarié de savoir que où est-ce qu'on déverse mon minerai, là, ça peut avoir un enjeu. Donc, de peut-être agir en amont que ça arrive d'avance. Mais tout ça, ça passe par l'éducation. Parce que c'est pas vrai que nos membres à Raglan, présentement, à la cafétéria, ils se parlent de dire « Oh, à Québec, ça va pas bien, puis comment ça peut nous mettre à risque. » C'est vraiment la première chose pour moi. Tu sais, à notre assemblée annuelle, il y a 3 ans, on a voté une résolution avec une résolution d'une section locale de créer, puis pour une fois que ce n'était pas une résolution qui mandatait les métallos et la direction des métallos à faire quelque chose, là. C'est eux-mêmes, les sections locales, qui s'auto-mandataient à dire qu'il faut créer des comités d'environnement. Bon, on en a un à date. Fait que, tu sais, moi, je m'appelais toujours à dire il faut que les bottines suivent les babines, là, mais là-dedans, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est vraiment par l'éducation, par l'importance, le rapport de force qu'on a en négociation de conventions collectives, là, bien, c'est de convaincre nos membres que ça, on va le lâcher. À la fin de tout, on ne le lâchera pas. Puis, tu sais, je m'imagine de dire qu'on est sur le bord d'un conflit, on vote un mandat de grève à 98 puis là, tu es journaliste, c'est quoi les enjeux? Comité d'environnement, la compagnie qui est dans les 10 plus grands pollueurs du Québec, ne veulent pas créer un comité conjoint d'environnement avec leurs salariés. Il y a quelqu'un d'income de cette multinationale-là, à quelque part, qui allumerait. Là. Mais tout ça passe vraiment par l'éducation syndicale. Il faut que ça vienne de nos membres. L'autre chose, c'est la taxe carbone, mais à la frontière. On voit que ce n'est pas populaire ce que le gouvernement Trudeau a amené. Les conservateurs, même le Bloc, est contre ça. Mais tu sais, tantôt, on parlait de dire on joue à l'autruche avec le plastique. Le plastique qui va être fait ailleurs, lui, va être hyper polluant. Tu sais, je donne l'exemple du béton. À un moment donné, je vais visiter notre cimenterie à Port-Daniel. Le boss de cette entreprise-là, c'était un de mes anciens boss quand moi, j'étais salarié à l'époque. Fait que quand je le vois, on fait tous les deux le saut de se voir là. Tu sais. Fait que je dis comment c'est d'être en tête du plus grand pollueur au Québec? Il dit Chris, là, mais tu t'as pas changé. Je dis non, je n'ai pas changé, mais en même temps, il me réplique puis il me dit Dominique, il dit on est la cimenterie dans l'Est de l'Amérique du Nord qui pollue le moins par tonne de ciment qu'on produit. Oups, là, ça m'intéresse un peu quand même. Puis là, de parler de la taxe carbone, de dire, moi, j'ai des projets d'investissement que mes actionnaires pourraient aller de l'avant. Là. Il dit, moi, si on me donne 600 millions demain matin à investir, là, il dit, je suis capable de couper de 70 ce qui sort au bout de mes cheminées. Mais je fais tabarouette, fais-les. Ah ouais, mais j'ai un conseil d'administration aussi. Puis c'est là qu'on parlait de la taxe carbone, de dire pourquoi moi j'investirais la taxe carbone quand c'est nous ici seulement, puis qu'il y a des bateaux qui vont arriver de la Corée, qu'il y a des bateaux qui vont arriver de l'Indonésie avec de la poudre de ciment,
puis qui vont inonder le marché quand même ici. Fait que je pense que de la mettre à la frontière, ça vient enlever cette notion-là de dire, ben oui, mais on ne polluera plus. On va arrêter de faire du ciment au Québec. Ce serait le fun de fermer toutes nos cimenteries au Québec. Ah oui, mais le ciment, on va le prendre où? On va le prendre où ce qui pollue 2 fois plus. Donc, la notion de taxe carbone. Puis je vais finir sur la maximisation de l'utilisation de nos ressources. Tu sais, on parlait de la forêt. La forêt, il n'y a pas longtemps, on prenait des billes de bois de 20 pouces, on rentrait ça dans une déchiqueteuse, on faisait du copeau, puis on faisait du papier avec ça. Après ça, on s'est mis à faire du 2 par 4 parce qu'on s'est dit que c'était pour être plus payant, mais là, c'est plus assez. Il faut maximiser nos régions ressources, point de vue retombées économiques, retombées d'emploi. On ne peut plus juste faire du 2 par 4. Il faut faire d'autres choses. On parlait de cellulose tantôt, de trucs comme ça. Je pense qu'il faut forcer nos employeurs à aller vers la recherche et développement. Tu sais, si on prenait juste, exemple, 10 du budget que le gouvernement a mis dans la politique industrielle des batteries et qu'on le mettait dans la forêt, bon, on en trouverait en tabarouette des beaux débouchés pour la forêt. Même affaire pour nos ressources naturelles, que ça soit le fer. C'est pas normal qu'on sorte 60 millions de tonnes de la fosse du Labrador, qu'on mette ça dans des bateaux et qu'on envoie ça dans d'autres pays. Trouvons des façons de maximiser les retombées économiques pour nos régions, maximiser les retombées en emploi aussi. Puis ça, c'est hyper important. Puis le meilleur exemple à la fin, c'est Rio Tinto avec la technologie illicite dans les alumineries. À un moment donné, il y a quelqu'un de QS avec qui je parlais, disait, ouais, mais Dominique, vous allez perdre 300 jobs dans taux rapport, dans la fabrication des anodes puis des cathodes en carbone. Ben oui, mais on va avoir une aluminerie qui va sortir de l'eau à la place de sortir du carbone. Fait que je pense que notre rôle comme syndicat, c'est aussi de forcer ces compagnies-là à dire que ben, les technologies comme ça, là, tu vas les garder au Québec, puis tu ne les enverras pas ailleurs dans le monde. C'est là qu'on a un rôle de joueur dans la société, autant au niveau provincial, fédéral, gouvernemental, qu'au sens aussi à contraindre les employeurs à dire ça va rester ici, cette technologie-là. Donc, ça prend beaucoup d'expertise à l'interne pour pouvoir vous challenger sur ces choix politiques-là, cette pression politique-là à faire. Ça prend des connaissances poussées à l'interne des organisations syndicales, quand même. C'est clair. C'est juste ça. Oui. Kevin? Je vais commencer par ça. Ça prend des ressources expertes internes, oui. Non, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, tout à l'heure, j'entendais Grégor dire, ben, il faut sortir un peu des sentiers battus, il faut prendre des chemins qui ont... on a une situation hors du commun, puis il faut arrêter de penser qu'on va y répondre avec des moyens traditionnels. Les alliances, investir les tables de réflexion, de discussion, d'être présent, ce qu'on fait aujourd'hui, le faire à plusieurs niveaux. Tantôt, quand je vous ai parlé de Rouyn-Noranda, une des choses que j'ai négligées, c'est de dire, dans la partie où on se dit entre nous, on aurait dû s'en parler avant, ben, il y a un parti politique, justement, avec qui on a eu des discussions après, puis se dire, ben, voici notre vision, voici pourquoi on a un désaccord sur le même sujet, puis pour nous, la situation est simple, puis oui, l'environnement en avant, c'était pas ça l'enjeu, c'était de dire de où on part. Je ne m'attarderai pas sur ce point-là trop longtemps, mais ça reste qu'on partait d'une fonderie qui est en opération depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ben, il y a ce qu'on appelle un bruit de fond dans la région. Là, ça veut dire, demain matin, on arrête cette fonderie-là. Il y a quand même 4 à 7 nanogrammes par mètre cube dans l'air. La norme provinciale est à 3 nanogrammes par mètre cube, qui est soi-disant la plus sévère au monde. Il faut se le dire. Là. En Ontario, c'est 60. On est à 3. Je ne dis pas que 60, c'est correct, loin de là. Je vais juste dire qu'on se comprenne. Fait qu'actuellement, la fonderie est arrêtée. La norme n'est toujours pas respectée. Fait que, il y a quelque chose on devait trouver quelque chose de cohérent dans ce qui était fait comme revendication. Puis, une fois qu'on s'est parlé entre nous, on se dit, ben, peut-être qu'on aurait dû le faire avant. Nos interventions auraient été légèrement différentes, puis auraient probablement été encore plus payantes parce qu'on aurait toutes tiré dans la même direction. C'est certain que ça, l'éducation des membres, Dominique vient de le dire, c'est une priorité. Ça fait partie de notre plan de travail, évidemment. Il faut trouver un moyen de conscientiser les gens également. Puis il faut éliminer la peur de la perte d'emploi. Tout à l'heure, on avait Jean, le président de la CPMT, qui était là. Puis,
question des comités sectoriels, je pense que c'est des joueurs importants aussi dans l'équation, là. La formation de la main-d'œuvre, par rapport au changement, changement technologique, la transition, ça aussi, il faut y penser. Il faut penser à ces leviers-là, parce que oui, c'est de réussite quand on voit une entreprise injecter 1 milliard dans une entreprise pour dire, bon, je vais assainir le milieu de travail. Mais vous le savez, là, les PME, ils n'ont pas 1 milliard. Puis il y a des entreprises qui ne pourront pas faire cette transition-là, ces transformations-là, puis qui vont devoir soit se réinventer ou fermer les portes. Puis il y a des salariés qu'il va falloir soit former ou requalifier dans le secteur, puis essayer c'est ça, leur donner une nouvelle vocation. Fait que je pense que ça passe aussi par les discussions entre les représentants des comités sectoriels, du gouvernement, évidemment, là, par la bande, puis les représentants syndicaux. Fait que c'est ce qui nous paraît la première chose à faire, aller chercher l'expertise à l'extérieur. À notre congrès en juin, on a eu des camarades d'organisations internationales qui sont venus faire des présentations, dont un qui nous a présenté une cimenterie, première cimenterie zéro carbone. C'est de nous montrer où est-ce qu'on peut aller chercher les meilleures pratiques un peu partout, s'associer des bons joueurs pour être capable de mener notre lutte à bien. C'est ce qu'on fait. Merci. Écoutez, sans vouloir être redondant, une des premières affaires qu'on a sur notre table à dessin chez nous, c'est effectivement éducation, sensibilisation. L'idée, c'est qu'on est présent dans un peu plus de 400 milieux de travail différents au Québec. Et même si on voulait orchestrer une activité soutenue en environnement, on n'aurait pas suffisamment de gens connaissants ou sensibilisés à la chose pour être capable de le faire. Donc, actuellement, on est en train de monter ou on achève là, une formation en résidence fermée de 5 jours pour amener nos militants à se transformer aussi en agents de défense de l'environnement. Cette formation-là sera déclinée également en version 3 jours, en version de journée, puis en version webinaire pour pouvoir toucher le plus grand nombre. Une autre chose qu'on est en train d'établir, et puis là, l'éducation va nous aider beaucoup, c'est des comités paritaires en environnement dans les entreprises. On en a un actuellement, par exemple, chez Bombardier. Et là, ben, ça ne sert pas seulement à identifier dans les activités quotidiennes comment est-ce qu'on peut décarboner, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses, mais aussi à sensibiliser l'entreprise sur des grands enjeux, de dire, ben, si telle matière première était utilisée plutôt que telle autre, et si on avait tel genre d'investissement, ben, on pourrait encore baisser la norme. Ça, c'est une chose qu'on fait. Et aussi, ben, changer la façon dont on accompagne les entreprises. Souvent, les entreprises, dans notre cas, vont nous demander, bon, mais il y a telle affaire qui se passe au gouvernement, peux-tu faire du lobbying dans telle faveur, pour telle raison? Je pense à un exemple précis. Quand le gouvernement fédéral a décidé de faire en sorte que le plastique devienne une substance toxique, et donc, il y a des entreprises, notamment une que j'ai en tête, je ne la nommerai pas, là, mais ils sont spécialisés dans la fabrication de produits de cafétéria ou de livraison de restaurants. Donc, on parlait d'assiettes en plastique, de fourchettes, couteaux en plastique, de couverts, etc. Et là, ils nous approchent pour dire, bon, pouvez-vous embarquer nous autres, convaincre le gouvernement que ce n'est pas toxique, finalement, le plastique? Puis, bon, non, on ne fera pas ça. Mais non, on ne le fera pas, ça veut dire expliquer à nos membres pourquoi est-ce qu'on ne le fera pas. Puis ça veut dire à l'entreprise, ben, on ne veut pas nécessairement que tu fermes pour autant. Donc, peut-être qu'on peut te mettre en contact avec le Fonds de solidarité, peut-être qu'on peut te mettre en contact avec d'autres entreprises qu'on représente. Et bon, ben, cette entreprise-là, dans le cas précis, ben, s'est mise à produire des fourchettes, des ustensiles en bois, des plats en bambou qui sont compostables, etc. Donc, l'entreprise demeure aujourd'hui en opération, mais a réussi à sortir complètement du créneau plastique. Et peut-être que, Simon, tu as des choses que tu veux ajouter par rapport à ça? Non? As-tu du temps? Oui, ça va. Non, mais ben, je ne vais pas répéter parce que là, c'est clair que l'éducation, puis on va se le dire, puis on en parle, je pense, assez fréquemment. Chez nous, on aurait des comités paritaires strictement en environnement dans chacun de nos milieux de travail. On n'aurait pas la capacité, on n'aurait pas les militants, les militantes pour faire ce travail-là. Donc, même si on négociait ça, puis nos négociateurs mettaient de côté les demandes salariales, les demandes de société, toutes les autres demandes pour aller chercher ça, ce qui, soit dit en passant, n'est pas facile dans l'ordre de priorité. Là. Quand tu établis ton cahier, on s'entend que le comité paritaire environnement, il n'est pas sur le top nécessairement de la liste. Bref, donc éducation, c'est absolument essentiel. Puis ce développement de capacité-là. Aussi, je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur
qu'on n'a pas l'expertise, puis qu'on n'est pas capable de parler, c'est technique, tout ça. Tu sais, on voit ce qui se passe dans la filière batterie. Souvent, on se fait opposer cet argument d'autorité. Oh, on a des comptables, on a des économistes, on a des ci, des ça. Ils savent tellement comment ça fonctionne. Regardez comment ça se passe, là, le modèle en ce moment avec Nordvolt. Je pense qu'il y avait peut-être un peu d'eau dans le gaz. Donc, à un moment donné, il y a quand même un savoir, on est capable de voir les grandes tendances, puis on est capable d'amener un point là-dessus, puis de pousser dans une direction sans nécessairement avoir une maîtrise des échanges de protons dans la patente. Là. On est capable d'aller faire ça. Donc, éducation, évidemment, tout ça. Mais l'élément que je veux mettre sur la table et qu'on doit pousser, je pense, vraiment très fort, qui n'est pas lié à l'éducation, c'est la question du décloisonnement de l'action politique. En ce moment, on a des ministères qui fonctionnent en silo. On a le ministère de l'Environnement, on a le ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Puis peu importe que ce soit à Québec ou à Ottawa, on a le ministère qui va s'occuper de l'assurance-emploi, on a le ministère de l'Éducation, on a le ministère du Travail. Et ils ne se parlent pas. Et ils ne fonctionnent pas de façon intégrée. Nous, on n'est pas capable d'avoir, par exemple, en foresterie, une rencontre avec le ministère des Ressources naturelles à Ottawa puis le ministère de l'Environnement. Ça n'a aucun bon sens. Donc là, on nous arrive avec des contraintes à notre activité qui sont liées à des motifs absolument justifiés, biodiversitaires, d'émissions, etc. Mais il n'y a aucune structure pour gérer l'impact socio-économique, l'impact sur les travailleurs et travailleuses, l'impact sur les populations de ces mesures-là. Ça ne tient pas la route au 21e siècle. C'est un cadre qui doit être revisité. Et donc, il faut décloisonner l'action des différents portefeuilles de ministères. On comprend pourquoi ils ont des portefeuilles. Ils ne peuvent pas tous être des ministères généralistes, mais ils ne peuvent pas, sur ces questions de transition-là, aborder les problématiques comme si elles étaient en silo. Et c'est ce qui se passe présentement, puis ça nuit à notre capacité d'agir. Merci. Marie-France, tu retiens quoi de tout ça? Quel message tu aurais envie de nous lancer? Ben, moi, je trouve ça très intéressant. Très, très intéressant et très stimulant. Je ne suis pas sûre qu'on aurait eu la même conversation ensemble il y a 10 ans. Ce que je trouve aussi d'intéressant, c'est d'entendre à quel point la sensibilisation, l'éducation est importante, mais je pense qu'il faut passer à l'autre étape aussi, la formation. C'est sûr que vous allez dire, c'est dans notre ADN, là, les comités sectoriels de main-d'œuvre, mais en même temps, quand on le remet dans une perspective climatique, il ne faut pas oublier que la transition climatique s'accompagne également, puis elle s'accompagne, oui et non, là, mais elle coïncide également avec la transition technologique et numérique. Donc, ces deux transitions-là deviennent un facteur encore plus important pour s'assurer que on puisse le regarder d'une façon globale. Puis ça a un impact directement sur les emplois, puis ça va avoir un impact directement sur les tâches, exactement. Donc, quand on le pense, pour le travailleur moyen, éventuellement, on va voir son niveau de responsabilité augmenter, son niveau de compétences nécessaires augmenter, puis on peut penser à toutes les soft skills, là, ce qu'on appelle les soft skills, mais aussi des compétences techniques. Mais d'un autre côté, il y en a d'autres qui vont voir leur niveau de responsabilité décroître un peu. Donc, on ne veut pas que ce soit une transition injuste. On souhaite que ce soit une transition juste. Donc, c'est pour ça qu'à mon sens, la formation doit prendre une place plus importante. Puis là, c'est sûr que moi, je suis dans le secteur je représente le CSMO métallurgie. C'est la première transformation des métaux. Donc, c'est sûr qu'on est peut-être visé un peu plus comme secteur aussi par rapport et concerné, pas visé, mais concerné par la transition climatique. Mais par rapport à ça, je pense que c'est important d'avoir en tête le fait que au-delà de la formation, puis au-delà de tout ça, il y a la question du dialogue social. Je trouve ça vraiment le fun de voir que vous êtes all-in pour ça. Mais en même temps, je me dis, je ne suis pas sûre que dans les grandes entreprises, ça va bien, mais que dans les petites entreprises, on est tout aussi bien équipé pour faire du dialogue social. Alors, ce à quoi je pense, c'est entre autres la question de la littératie climatique notamment. Je pense qu'il y a beaucoup de gestionnaires qui, à l'heure actuelle, ont un discours, un langage et qui ne le comprennent pas eux-mêmes, d'ailleurs. On s'en rend compte, puis des gestionnaires de différents niveaux. Puis ça ne coïncide pas, donc, avec le même langage qu'ont les travailleurs. Puis c'est nébuleux pour beaucoup de gens, plein de gens. Puis nous autres, on occupe un poste d'observation et on constate ça. Donc, je me dis que ça serait intéressant aussi de s'assurer que tout le monde
normalise un peu le langage, qu'on définisse un peu mieux le langage. C'est sûr que tout le monde, ce ne sont pas des Rio Tinto ou des ArcelorMittal avec beaucoup d'équipes et des syndicats bien implantés. Donc, je pense que cet aspect-là est important. Ça, c'est la première des choses. La formation va devenir de plus en plus importante. Puis souvent, en grande entreprise, la formation est dispensée à l'interne, surtout pour les postes d'entrée. Mais après ça, attends à se résorber parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt de la part à la fois des gestionnaires et à la fois des travailleurs. Mais je pense qu'elle va devenir de plus en plus importante parce qu'au fur et à mesure, il va falloir rafraîchir ses compétences et puis les rehausser également. Donc, cet aspect-là, si on veut s'assurer que les travailleurs puissent participer de façon positive et dans une transition juste, ben, il faut s'assurer qu'ils se positionnent dans une posture de formation en continu, continuellement. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Donc, ça, la littératie climatique. Puis finalement, moi, ce que je dirais, c'est que les comités sectoriels, quel que soit le secteur d'activité, sont des lieux privilégiés. Sont vraiment des lieux privilégiés pour aborder les gestes concrets pour s'assurer que la transition puisse se faire dans un contexte de dialogue, un dialogue élargi aussi. Parce qu'on parle de dialogue social au sens où c'est syndicats, patronat, gouvernement, mais je pense que c'est important. Puis c'est ce que je retiens de vos interventions, messieurs, c'est que c'est important la résonance aussi collective de ça. Puis je pense que tantôt, Kevin et Dominique mentionnaient à quel point, dans certaines régions, c'est d'autant plus important que les impacts économiques sont majeurs, mais je pense que c'est aussi important dans cette transition-là d'informer et de discuter avec les collectivités. Donc, je retiens aussi cet élément-là. Et donc, je conclue en disant, ben oui, il y a des lieux pour faire ça au Québec, CSMO, entre autres, mais déjà, moi, je suis privilégiée au sein de notre comité sectoriel parce qu'on a une représentation paritaire très forte, 11 patronats et 11 syndicats. Ce n'est pas le cas de tous les secteurs, mais j'encourage tout le monde à investir. Merci. Puis j'aurais peut-être une question complémentaire, Marie-France, si tu me le permets. Est-ce que dans le CSMO Métallurgie, vous avez fait ce mapping-là des emplois qui sont en danger ou appelés à se transformer? Je pense que vous avez un projet commun avec Grégor, Mathieu et Julie. Puis on est présentement en train de le faire, puis on va faire, entre autres, des rencontres patronales, syndicales aussi, donc un lieu de dialogue social. Et on est en train d'identifier quelles sont les catégories d'emplois qui sont un peu plus à risque. Donc, on sait que de façon générale, d'ores et déjà, ben, les catégories d'emplois d'opération, les postes qui sont liés aux opérations, on va voir les distinctions graduellement intégrées. Puis ça, c'est un autre élément aussi. On sait que ça commence. Ça commence vraiment. C'est à évolution à 2 dimensions, je dirais, mais c'est en train de s'installer. Mais oui, on le fait, puis on le fait en collaboration avec Grégor, et c'est c'est l'équipe de Grégor, Julie et Mathieu qui mènent ces travaux-là, avec aussi Marc-André qui est ici, Marc-André Blanchard, qui est le coordonnateur à la formation chez nous. Bien, merci. Merci. Beaucoup. Bien, on va pouvoir ouvrir au plancher. On a peut-être 20 minutes là, pour discuter avec vous dans l'Assemblée. Donc, si vous avez des commentaires, des questions. Donc, Diane, Merci, Mathieu Dupuis de l'Université Laval. Merci de votre participation. C'est vraiment inspirant, surtout les cas, je trouve, concrets que vous avez nommés. Vous avez parlé beaucoup du rapport avec vos membres, vous avez parlé aussi du rapport avec les employeurs, mais vous allez indirectement parler des rapports avec l'État. J'aimerais savoir quelle est votre vision, disons, de l'état d'une stratégie industrielle au Québec. Là. Je ne pose pas la question de façon anodine parce que on voit les pays qui réussissent peut-être le mieux leur transition actuellement, c'est ceux qui ont une stratégie industrielle cohérente. Je ne parle pas juste de dire dialogue social comme une poudre qu'on met sur un gâteau, mais c'est-à-dire l'implication forte des représentants des salariés dans une stratégie. Je l'évoque aussi parce qu'il me semble que la question de la foresterie, c'est une occasion manquée d'avoir pensé en amont les problèmes qu'on voit actuellement où le gouvernement Legault a laissé traîner peut-être trop longtemps la question du caribou forestier. Puis on se retrouve avec le fiasco actuel qu'on a, puis les pertes d'emplois
possible au lieu d'avoir une planification en amont. Donc, ma question est par rapport à ça. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Donc, je suis Camille Dupuis, moi je suis chercheuse en France et c'est très inspirant parce que vous avez en fait exactement les mêmes débats et les mêmes problématiques que dans les organisations syndicales françaises. Donc voilà, ça fait vraiment écho. Moi, je me demandais, ça fait un peu écho à la question de Mathieu sur la stratégie industrielle. En fait, vous avez à plusieurs fois mentionné la question des technologies pour atténuer notamment l'émission des gaz à effet de serre. Et ce qui m'interrogeait, c'est sur ces enjeux de planification, c'est vers où est-ce que les organisations syndicales veulent aller. Est-ce qu'elles comptent sur les questions techniques pour finalement produire la même chose, mais le produire de manière verdie, donc une forme de capitalisme vert, ou est-ce que s'engagent aussi des réflexions sur finalement une transformation peut-être un peu plus poussée du modèle économique qui repose des questions sur de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'il faut produire, etc. Est-ce que ça, c'est des choses sur lesquelles il est possible de s'engager ou pas aujourd'hui dans les organisations syndicales? J'imagine en fonction des niveaux, en fonction des secteurs, c'est aussi des questions plus ou moins faciles à traiter. Merci. Bonjour, Diane Gagné, professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières et jadis opérateur à la raffinerie de Petro-Canada à Montréal. Et Daniel, fin des années 90, ensemble, on parlait de la grande menace qui va fermer la raffinerie, c'était l'environnement. Et j'aimerais savoir, parce que bon, c'est le fun, le regard qui s'en vient, c'est le fun, mais on en parlait. Moi, j'aimerais ça voir un peu l'évolution des mentalités, parce qu'on parlait aussi de la foresterie, on en parlait il y a 25 ans, et j'aimerais ça qu'on revienne un petit peu, savoir d'où on vient, pour savoir où on s'en va, ça me plairait de savoir l'évolution. Je laisse répondre dans l'ordre qui vous tente, soit je deviens moins directive. Déjà le micro, donc je vais y aller. À la première question, c'est fâchant de voir à quel point nos gouvernements, autant provinciaux, en tout cas en ce qui concerne le Québec, et fédéral, l'absence de vision, l'absence de politique industrielle à long terme. En termes de foresterie, c'est criant. Et les organisations qu'on représente là, réclament à haut cri depuis déjà plusieurs mois, sinon années, le développement d'une politique industrielle qui importe une vision au niveau de la foresterie. On l'a mentionné tantôt, la forêt est en changement. On a très peu orienté pour être capable d'utiliser les feuillus. On sait, par exemple, que si on avait des forêts de résineux intercalées avec des forêts de feuillus, ben ça donnerait une bien meilleure résilience aux feux de forêt. Qu'est-ce qu'on plante depuis 30 ans, 40 ans au Québec? De l'épinette, puis qu'est-ce qu'on coupe de l'épinette? Donc ça, c'est une absence de vision. Il y a moyen aussi de rentabiliser la fibre au maximum. Dominique parlait tantôt de, pendant longtemps, les bouts de tête, par exemple, on laissait ça dans le bois. Tout ce qui est racines, on laissait ça dans le bois. Maintenant, on sait aujourd'hui qu'on est capable, avec ça, de fabriquer des produits composites. Je pense à des endroits comme Chantier-Chibougamau qui se spécialisent dans la poutre, dans les gros ouvrages. On est capable de faire ça. On a un projet dans lequel on n'est pas impliqué dans le projet comme tel, mais c'est nos membres qui vont être là. Au niveau de, ça s'appelle Evolis, au niveau de Gatineau. Ils vont fabriquer du biocharbon à une pureté d'à peu près 97-98 %. Et pour être capable de faire ça, ben, n'importe quel résidu forestier est bon, de l'arbre brûlé jusqu'à la feuille. Donc, et ces produits-là peuvent, après ça, rentrer efficacement dans la production de cathodes et d'anodes, ce qui fait que ça a aussi un impact au niveau de l'aluminerie ou encore de la métallurgie, et ça verdit tout le processus au grand complet. Mais ces visions-là de dire qu'est-ce qu'on plante, comment est-ce qu'on le récolte, est-ce qu'on fait des zones réservées pour la biodiversité, ce qui ferait plein de sens. À l'inverse, on peut avoir des zones de culture intensive où on va alimenter les besoins de l'industrie. C'est toutes des questions qui
pourrait avoir été répondu au Québec depuis très, très, très longtemps et qu'on peine encore à répondre aujourd'hui. Et quand on se fait dire par les ministères, dans 2 ans, on verra, on s'engage à le faire à la prochaine élection, ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a pas encore aucune amorce en ce moment de se projeter. Puis là, chez nous, la forêt, c'est un exemple, on le dit, il faut arrêter de penser la forêt en plan de 5 ans, il faut penser la forêt sur 1, 2 générations, parce qu'un arbre, ça prend 50, 60, 70 ans à pousser. Donc, il faut commencer à véritablement voir loin, comme quand on conduit, regarde loin. Bien, ça manque énormément. Quant à la question, est-ce qu'on est prêt d'un point de vue syndical? En tout cas, chez nous, c'est très clair. On est prêt à envisager plein de transformations et à convaincre nos membres qu'il faut aller dans cette direction-là. Par exemple, je reprends encore la foresterie. On pourrait se contenter de dire on veut faire du papier et on veut faire du 2x4. On connaît ça, on est bon là-dedans, puis on est capable de faire rouler une usine. Mais ça nous amène nulle part en termes de moyens et de long terme. Ça nous amène à perpétuer les problèmes qu'on vit aujourd'hui, à être dépendant de l'exportation américaine, à se faire saigner par les conflits de bois d'œuvre, ce qui nous empêche de mettre les sommes nécessaires pour véritablement prendre un tournant là, beaucoup plus vert et beaucoup plus technologique au Québec. Donc, ça ne fait absolument pas de sens. Maintenant, Diane, malheureusement, tu ne seras pas surprise d'apprendre qu'au niveau de l'industrie pétrolière, au niveau des travailleurs, la vision change beaucoup. Et ça, c'est agréable de voir ça. Par contre, au niveau de l'actionnariat des compagnies pétrolières, ça, c'est au point mort. Bon, comme tu sais, mais peut-être les gens ne savent pas, il y a une négociation cadre qui fixe les salaires d'un océan à l'autre au Canada. Et donc, on a des revendications communes pour l'ensemble des raffineurs. Une des questions qu'on posait lors de la dernière tournée, c'est de dire, OK, c'est quoi le plan? À partir du moment où on ne fabrique plus d'essence pour alimenter les voitures, c'est quoi votre projet? Est-ce qu'il y a de la transformation? Est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce qu'on peut commencer à discuter avec les gouvernements? C'est quoi le plan? Et la réponse, c'est on n'est pas intéressé à travailler avec vous autres. On n'est pas intéressé à travailler avec le gouvernement. Nous autres, c'est drill, baby, drill. That's it. That's all. Bon, je répéterai pas tout ce que Daniel a dit, là, mais clairement, il y a une partie où, sur la question de la politique industrielle, là, on en est aussi. Puis non seulement ce qui a été posé, c'est de dire est-ce qu'on s'attend à avoir des belles lignes qui sont mises sur une feuille blanche de papier? Non, c'est pas ça. Ça va prendre des actions concrètes, ça va prendre des obligations de la part du gouvernement, ça va prendre l'implication des représentants syndicaux aussi, parce que actuellement, puis là, le dossier de la forêt en est un facile à pointer, là, mais la consultation des organisations là, est très faible. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se règlent avec les portes fermées, puis on apprend par la suite qu'il y a eu des enjeux. Il aurait dû avoir des consultations. Je pense qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps. Il y a eu des enjeux avec des transferts de garantie d'approvisionnement où, normalement, ben, les organisations syndicales sont impliquées dans la discussion parce que ça risque d'avoir un impact sur certains emplois. Puis, alors que ça ne s'est pas fait, ça a été appris plusieurs mois par après, puis en fouillant par du travail de recherche, en fait. Là. Fait que, c'est un peu, c'est ce qui doit être fait. On doit envisager des changements importants au Québec, mais ça passe par le gouvernement. On regarde les entreprises, puis je sais pas si Mélanie disait hier ou ce matin, il y a beaucoup de ces grosses entreprises-là qui, s'ils ne sont pas obligés de le faire, ils ne le feront pas, là, on va se le dire. Là. Ils sont là pour les bénéfices. On a beau mettre de la pression, le créer à tue-tête, puis que les journalistes en fassent la une à tous les jours. Il y a un moment donné où effectivement, le gouvernement du Québec, même le gouvernement fédéral va devoir nous aider, puis dire, on trace la ligne, puis on s'assure qu'on soit capable d'y aller là, graduellement. Là. Puis, tu sais, peut-être juste le petit bout, tu sais, il y a aussi il y a le gouvernement, mais il y a nous. Là. Tantôt, on en parlait de la question de l'éducation puis de la formation de nos membres, la société civile au grand complet. Là. Je veux dire, là, dans tout le dossier de la transition, là, il y a une oui, c'est vrai que les nouvelles générations sont beaucoup plus sensibilisées. Là, j'en suis, là, mais ça reste quand même que, tu sais, on dirait qu'on est sur le cas de des fonderies, là, mais tu sais, tantôt on parlait de cuivre. Là, le cuivre, là, à la base, là, conducteur pour toute l'électrification des véhicules. Là. Je ne sais pas si les gens en salle le savent, là, mais actuellement, la production mondiale ne répond pas à 40 de la demande. Fait que, quelque part, c'est beau, là, se promener en véhicule électrique, c'est bien.
Mais ça prend des conducteurs pour faire ça, ça prend du cuivre. Comment on le fait? Ben, on essaie, puis sinon, ben, on le recycle. Ce qui est fait en partie à Rouyn-Noranda, à la fonderie Horn, c'est ce qu'ils font. Ils recyclent les matériaux informatiques, vos débris, vos téléphones cellulaires, tablettes et autres, là, tout ce qu'on ne sert pas, ben, eux autres, ils transforment ça. Fait que c'est pas parfait, mais ça fait partie de l'écosystème, là, je veux le dire comme ça. C'est comme ça que ça doit fonctionner, mais il doit y avoir une vision globale. Parler du bois, tu sais, oui, pourquoi on n'a pas une obligation d'avoir une partie des bâtiments commerciaux et industriels qui sont faits en bois, tu sais, pour diminuer l'effet carbone? Ben, c'est des engagements ou en tout cas des réglementations que le Québec devrait prendre. Merci. C'était le fun de passer en premier, finalement. Fait que vu que je suis en dernier, je vais commencer par en dernier. Je pense que la clé des trois sujets, c'est l'évolution. Tu sais, ce que Diane a amené, l'évolution, autant l'évolution des technologies, l'évolution avec les gouvernements, puis l'évolution syndicale aussi. Moi, je pense que malheureusement, on est encore en arrière comme syndicat face à la mobilisation de nos membres, face à ces questions-là. Quand on en parle, il n'y a personne qui ose la main puis dire non. Mais ce n'est pas sexy comme sujet encore présentement. Donc, les syndicats, on est en évolution, puis on est en retard. Moi, je considère qu'on est en retard face à l'urgence de la crise climatique. On est en retard sur nos membres. Il ne faut jamais oublier qu'on est tributaire de nos membres. C'est nos membres. On a un rôle comme leader d'amener nos membres à certains endroits, mais sur cette évolution-là. Même affaire, l'évolution, les technologies. Puis, tu sais, je vais faire le lien un peu. Dans le passé, les syndicats, on se battait contre l'automatisation et la robotisation. Hein? On se disait, on va perdre des jobs, on se bat comme ça. On a même fait des grèves contre l'automatisation par robotisation. Mais aujourd'hui, on force nos compagnies à investir dans la robotisation puis dans l'automatisation pour garantir nos jobs, pour compétitionner avec la Chine puis tout ça. T'sais. Fait que je pense qu'on doit évoluer aussi par rapport aux technologies, ou ce que nos membres vont y croire de dire, à un moment donné, on n'aura pas le choix d'aller vers de la nouvelle technologie. Oui, ça va réduire des emplois, mais en même temps, ça va amener d'autres types aussi d'emplois. Puis, tu sais, je fais le lien, exemple, sur la Côte-Nord avec une minière à un moment donné, où ce qu'on a automatisé, mais on s'est assuré que ces emplois-là, même si, exemple, c'était dirigé à partir d'un bureau, dans un bureau au centre-ville de cette île, que ce soit des jobs syndiqués, puis que les jobs restent ici, que les opérations portuaires ne soient pas dirigées, mettons, à partir de l'Indonésie, exemple, parce que ça peut se faire aujourd'hui. Fait que je fais le lien un peu, l'évolution des technologies, on n'a pas le choix d'aller là. Tu sais, je reviens encore, exemple, à la technologie Illicis. Oui, on va perdre des emplois, mais ça va solidifier nos emplois ici, ça va renforcer justement nos secteurs d'activité. Puis, tu sais, on parlait de l'industrie forestière, je ne reviendrai pas sur ce que mes compatriotes ont dit, mais je suis allé visiter un moulin à cive, 3-4 ans, dans le nord de l'Ontario, à Kapuskasing. Puis le président du syndicat métallo, après, on va prendre une bière, il était tout content. Puis il dit, puis Dominique, il dit, comment tu as trouvé ça, mon moulin à cive? Il était tout fier. J'ai dit, tu veux-tu la vérité? Il dit, oui. On dirait un film au ralenti des années 40. Il me regarde, il fait le saut. Ben, je dis, tabarouette, tu sors 2 par 4 minutes. Ben, nous autres, au chantier Chibougamau, à Barrette-Chapais, on plane 300 2 par 4 à la minute. Tu n'auras pas le choix d'aller vers la technologie. Donc, je fais le lien. C'est quoi qui fait que notre secteur forestier, à nous, en tout cas, les métallos, chantier Chibougamau, Barrette-Chapais, fait qu'on est fort, c'est qu'on a investi dans les technologies. On n'a pas le choix d'évoluer comme syndicat, puis d'investir dans les technologies. Puis le rapport avec le gouvernement, on doit aussi évoluer. Les gouvernements ne nous entendent pas. Il y avait un deal entre Québec et Ottawa pour justement la protection du caribou. Puis pour des vues électoralistes, ça a été bloqué par des députés de la CAQ qui ont dit « Ah non, on va recréer nos vieilles chicanes avec Ottawa. On va couper le pied au PQ parce que d'habitude, les chicanes avec le fédéral, c'est le PQ. Puis on va enliser le dossier. » C'est ça qu'on vit présentement, les relations avec le gouvernement. On le voit, on n'est pas invité. Il vient d'avoir une commission parlementaire sur la nouvelle loi sur les mines. Là, la ministre Blanchette là, est après travailler une nouvelle loi sur les mines, puis ça a des impacts majeurs. On a appelé pour se faire inviter les métallos. Non, on ne veut pas vous voir là. Même on représente, si on parle de dialogue social, l'implication des travailleurs et des travailleuses, le gouvernement de la CAQ n'a pas voulu voir des représentants de travailleurs et de travailleuses dans une commission parlementaire en disant vous nous enverrez ça par écrit ou passer par des partis comme d'autres partis pour vous faire inviter ou ces choses-là.
Mais ça n'a pas de bon sens. Mais nous aussi, on doit évoluer par rapport à nos rapports avec le gouvernement. Puis je donne l'exemple de la bataille qu'on a menée avec nos confrères de la CSN sur la bouteille de vin. On enfouit encore au Québec 300 millions de bouteilles de vin par année. Comment de bouteilles de vin vous consommez? Comment de bouteilles de vin tu consommes par année? Mais imagine qu'à chaque année, tu creuses un trou dans la cour chez vous. Non, mais c'est ça qu'on fait. Comme société, c'est ça qu'on fait. Ça, c'est toi tout seul ou? Ah, OK, OK. C'est comme si à tous les années, on n'y pense pas. Puis moi aussi, c'est 100 bouteilles. Là. Mais on creuse un trou en arrière de chez nous, puis on va enfouir 100 bouteilles. On serait-tu prêt à faire ça sur notre propre terrain? Mais comme Québécois, Québécoises, on accepte. On sait mobiliser les syndicats ensemble. On a été de l'avant. On a fait une campagne avec le SCFP où ce qu'on a contraint le gouvernement. On a activé l'opinion publique. On est allé devant des SAQ à passer des pamphlets puis dire aux gens, êtes-vous d'accord avec ça? Puis 95 des gens étaient d'accord avec ça. Puis là, ça traîne à cause de la COVID, là, puis le projet de loi est repoussé. Mais c'en est une évolution qu'on a faite, les syndicats, par rapport au rapport avec le gouvernement. Puis il y a une autre place qu'on devra évoluer quand on fait du lobby. Bien, on veut une loi anti-SCAB, on veut des meilleures couvertures d'assurance, on veut nos clauses orphelins. On fait notre lobby syndical sur des questions qui touchent directement les relations de travail. Je pense que comme syndicat, on va devoir évoluer aussi. Puis quand on va rencontrer des députés autant à Ottawa, à Québec, d'avoir à notre agenda des questions de plus en plus environnementales, de transition juste, pas juste quand on va essayer de rencontrer des ministres par rapport à la forêt, là, mais de l'élargir un peu plus, puis de l'emmener localement aussi. Quand Doum Lemieux appelle le député à Chibougamau, Chappelle, là, il n'y en a rien à foutre, lui, du directeur des métallos, excusez mon langage. Mais quand le président ou la présidente de Barrette-Chappelle et des chantiers Chibougamau appellent et ils disent « Moi, je représente 1 millier de foyers de vote chez vous. Est-ce que je peux te rencontrer? » Ah oui, oui, pas de problème, on va trouver une date. On doit aussi mettre en place des rapports avec le gouvernement locaux. La force d'un syndicat, malheureusement, ce n'est pas nous autres ici, c'est nos membres, puis on doit évoluer puis se servir du rapport de force que nos membres localement peuvent avoir à influencer leurs propres députés pour qu'après ça, ça monte dans les différents partis politiques. Parce que je veux juste rebondir sur la question de Mathieu sur la politique industrielle, puis de Madame ici, parce que là, on a brossé très large, mais moi, je veux juste mettre l'emphase sur la nécessité d'avoir, puis on travaille beaucoup là-dessus chez Unifor, une vision en termes de politique industrielle, parce qu'on voit quand même l'environnement, globalement parlant, le commerce international, il y a des transformations assez importantes. On a fait des représentations, notamment sur la surtaxe sur les véhicules électriques chinois, sur l'acier, sur l'aluminium. Il y a un recalibrage un petit peu des échanges à l'échelle globale qui est en train de se produire. Puis ben, le corollaire de ça, c'est que ça va nous prendre des stratégies industrielles beaucoup plus explicites, beaucoup plus assumées. Puis il va falloir arrêter, parce qu'il y a eu l'Inflation Reduction Act aux États-Unis, à écrire sur le bord de napkin une politique industrielle, la filière batterie, qui est en train de foutre le camp complètement présentement. Donc, ça aussi, ça va faire. En tout cas, je pense qu'il y a un enjeu ici qui est hyper important. Il faut s'investir là-dedans. Puis on ne le fait pas. Puis on a été habitué depuis les dernières décennies à une espèce de laisser-aller. Le marché va nous donner un peu là, la direction à prendre. Puis on le voit, ça ne fonctionne pas. On a des gens qui viennent de gagner un prix Nobel d'économie sur la base, justement, je pense à l'économiste du MIT turc, Acemoglu, qui dit en gros, plus tu as des mécanismes démocratiques forts dans tes économies, plus que tu vas avoir des résultats intéressants. Tout ça, ça procède d'une espèce de changement puis de schisme un peu au niveau de la façon dont on a de comprendre la situation qu'il faut pousser comme syndicat. Donc, politique industrielle, on vient d'en déposer une en aérospatiale d'envergure parce que le gouvernement fédéral se traîne les pieds. En forêt, on compte faire la même chose. Dans d'autres secteurs, on compte faire la même chose. Donc, bref, c'est hyper important pour nous d'investir ce secteur-là. Puis en tout cas, ça fait partie des chantiers. Puis notamment pour encadrer, Dominique en a parlé tout à l'heure, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Bien, tout ça, tu ne peux pas dissocier ça d'une stratégie industrielle non plus, là. Puis il va falloir faire des arbitrages avec des pays qui aussi, il y a une question de solidarité internationale là-dedans. C'est pas évident. Donc, il va falloir à un moment donné qu'on réveille, puis pas que ce soit des espèces de bons comme des Fitzgibbon et compagnie qui pensent qu'ils savent tout, puis qui nous regardent de haut, puis qui nous imposent des trucs. On a une capacité, là, je pense, puis on a un rôle à jouer. Pour rapidement revenir sur la question que vous avez posée, je voulais juste vous dire, on n'est pas là, parce que je pense que le sous-entendu un peu que vous amenez, c'est la décroissance. On n'est pas là.
On n'est pas là en toute franchise. C'est sûr que dans la formation dont Daniel a parlé, qu'on est en train de créer, on va aborder des Timothée Paric, on va aborder des Bruno Latour, on va essayer d'intégrer ces éléments-là là-dedans, mais vraiment plus pour, on va dire, titiller les gens, pour les sensibiliser, mais pas nécessairement parce que c'est un schéma d'action qu'on va entreprendre. Je ne vous cacherai pas, là, c'est un niveau d'action. Puis il y avait toutes sortes de typologies hier qui étaient montrées dans un des panels. Bon, on n'est pas là, en toute franchise. Mais par contre, la différence, je pense, d'il y a 10 ans ou 15-20 ans, c'est qu'on va les nommer, ces réalités-là. Puis ça se parle dans nos milieux. Moi, on m'en a parlé de décroissance. Ce n'est pas un sujet qui est hyper diffusé, mais il y a des gens qui y réfléchissent puis qui voient bien qu'à un moment donné, il va falloir un changement de paradigme et pas simplement des modifications à la marge. Mais je ne vous cacherai pas que dans l'action, dans notre schéma d'action syndicale, on n'a pas intégré ça encore. Merci beaucoup. Puis vos interventions, ce que ça me rappelle, pour revenir sur la question de Mathieu, c'est que dans les pays où on a des politiques industrielles très fortes, on a aussi du dialogue social économique. Ce qu'on n'a pas nécessairement au Québec à l'heure actuelle. On est très fort sur le dialogue social au niveau du développement des compétences, de la formation professionnelle, de la formation continue, mais tout le volet économique du dialogue social, ça fait longtemps que les syndicats ont été évacués là, de ce dialogue-là. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est vous remercier de votre générosité, de votre temps, d'avoir fait ce panel-là. Vraiment, merci beaucoup. Et on a appris, encore une fois, de vous. Puis je suis certaine que les échanges vont permettre de continuer la réflexion et le travail collaboratif. Merci beaucoup.